Euh, Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Je voudrais tout particulièrement remercier Olivier Marco qui met en place tout ce cycle de webinaires autour du Green Deal, mais comme c'est le cas cet après-midi aussi au-delà. Évidemment nos deux intervenants de l'ANR, Monsieur Luciano Pirola, qui est président référent du comité d'évaluation scientifique du dispositif MRSEI, ainsi que Célestin Bacala, qui est coordinateur de cet instrument. Merci beaucoup à vous, tout particulièrement parce que c'est vrai qu'on a préparé assez rapidement ce webinaire. Pourquoi? Eh bien, l'idée, c'était de pouvoir l'accoler en fait au cycle de webinaire sur le Green Deal, pour lequel il y a un intérêt très fort de la communauté de recherche et d'innovation. Et ça permettait ainsi de pouvoir faire ce webinaire en amont de la prochaine date de dépôt de MRSEI qui se situe donc le 9 juillet. Et donc, ça nous paraissait important de laisser un peu de temps entre le webinaire et cette date limite pour les participants. Je vais juste donner quelques mots d'introduction. Donc, je suis Ella Bouquet, je travaille au département d'accompagnement des opérateurs à la délégation aux affaires européennes et internationales du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, pour nous, le dispositif MRSEI, il est très intéressant. Il s'inscrit dans une volonté plus large de renforcer la participation française au programme cadre. Et donc, c'est un des instruments incitatifs qui y contribuent. Et d'ailleurs, le nombre d'inscrits, alors il y a peut-être moins de participants que d'inscrits, mais ça, c'est classique pour les webinaires en ligne. Néanmoins, je pense que ce nombre d'inscrits, il témoigne du fort intérêt pour le dispositif. Et puis, je l'espère, pour des coordinations à venir françaises. Dans le cadre du plan d'action, il y a trois volets. Un plan incité, c'est dans ce volet-là que s'inscrit le dispositif MRSEI. Un volet accompagné, un volet influencé. Et vraiment, MRSEI, ça fait partie des instruments clés pour pouvoir avoir plus de coordination. Les coordinations, évidemment, c'est une place de choix dans un partenariat européen et une visibilité accrue pour le coordinateur et la structure qui porte cette coordination. Et donc, ensuite, de fait, c'est aussi un vecteur d'influence sur la programmation de par la visibilité et les réseaux auxquels elle donne accès. Donc, je voudrais simplement pour conclure, voilà, donc, vous le savez, il y a cet appel évidemment qui sera le dernier appel d'Horizon 2020 qui se clôt en janvier, euh, qui est encore dans ses dernières phases de préparation sur les objectifs du Pacte vert, pour lesquels il y a tout un cycle de webinaires sur lequel vous pouvez avoir une présentation plus détaillée des différentes thématiques. Euh, la publication est prévue pour le 17 ou 18 septembre 2020 et donc l'appel sera ouvert jusqu'à fin janvier 2021. Donc avec 1 milliard d'euros prévus pour cet appel, on sera sur quelque chose de vraiment significatif pour la fin de la programmation. Autre point, évidemment, MRSEI, c'est pas réservé aux coordinateurs qui s'inscrivent dans cet appel en lien avec le Green Deal. Je sais il y a beaucoup d'intérêt, notamment sur, par exemple, des coordinations de réseaux de formation doctorale. Et évidemment, la date limite du 9 juillet n'est pas réservée aux déposants pour l'appel Green Deal. Voilà, juste un dernier point pour signaler qu'il y aura un autre webinaire sur l'autre dispositif incitatif qui existe, qui est piloté par BPI France, donc qui s'adresse aux PME, qui coordonnent des projets. Et ce webinaire-là se tiendra le 9 juillet à 14 heures. Et donc, le nom du dispositif qui a été un petit peu revu récemment, c'est DIAG-PTI, donc le Diagnostic Partenariat Technologique International. Et vous pouvez encore vous y inscrire si vous avez un intérêt pour cela. Voilà. Merci beaucoup, Célestin et Luciano. Je vous laisse la parole à partir de maintenant. Je ne sais pas qui c'est qui commence.
Merci. Là, en fait, c'est moi qui vais commencer. Merci à Olivier également. Donc, je suis Paul-Célestin Bacala, comme a dit là. Je suis coordinateur de l'instrument MRECI à l'ANR. Bon, en termes de profil, en fait, je suis ingénieur docteur. J'ai travaillé avec le CNRS avant de rejoindre l'ANR il y a quelques années de cela. Donc, je suis accompagné de Luciano Pirola, qui est le président référent du comité d'évaluation MRECI et qui est par ailleurs chercheur au Carmen, l'INSERM, qui est une UMR, INSERM, INRA et CNRS à Lyon. Donc, je vais faire une première présentation générale et ensuite je serai également appuyé par l'intervention de Luciano. Et je pense suivra une vidéo. Il y aura une vidéo de témoignage. Et après la vidéo, il y aura une séance en fait, de questions et réponses. Je pense que contrairement à ce qui a été indiqué au départ, c'est que la présentation que nous allons faire, en fait, c'est une présentation générale qui va englober tous les aspects, aussi bien contractuels, financiers et scientifiques. Donc, voilà. Donc, pour commencer, donc, l'Agence nationale de la recherche, en fait, donc c'est un opérateur du ministère en fait en charge de la recherche, qui lui alloue en fait son budget annuel, comme vous savez. Donc, missionné pour mettre en œuvre le financement de la recherche sur projet et faire émerger en fait les meilleurs projets. Donc, ces missions enfin, ont été confortées et élargies à la mesure en fait, de l'impact en fait, du financement sur projet par le décret de mars 2014. Et également en fait opérateur du secrétariat général de l'investissement en fait, pour certains grands programmes d'investissement. Donc, c'était juste général. C'est de contextualiser un peu MRCI, le programme MRCI. Donc, la recherche française en fait, reste aujourd'hui encore insuffisamment représentée en fait, dans les programmes européens, du moins au niveau du lead. Donc, l'objectif de cet instrument, c'est de faciliter l'accès des chercheurs aux programmes de financement, notamment H2020, ensuite Horizon Europe ou internationaux, renforcer le positionnement des scientifiques français en termes de coordination des projets européens ou internationaux, et également développer des projets interdisciplinaires ambitieux et pour renforcer la visibilité au niveau international des chercheurs, toujours d'un pays. Donc, comment se situe le MRECI? En fait, le MRECI rentre dans le cadre en fait, du plan d'action de l'ANR. Donc, à l'ANR, nous avons fait des appels, à projet générique, qui comprend plusieurs instruments de financement, les PRC, le PRCI, etc. Donc, on a 48 comités d'évaluation scientifique, avec une sélection en 2 temps, excepté pour le PRCI. Et ensuite, on a des appels spécifiques. Et donc, parmi ces appels spécifiques, il y a notamment MRECI. Donc, MRECI, qui est ce programme dont je vous fais la présentation aujourd'hui. Donc, dans le plan d'action, donc, on a plusieurs types d'appels. Il y a des appels à projets, comme on dit, génériques, des appels à projets spécifiques et plusieurs composantes. La composante numéro 1, qui est recherche et innovation. Composante 2, action spécifique hors APG. APG, c'est l'appel à projet générique, là où on trouve en fait des flashs, des challenges, etc. Et puis il y a la composante 3, qui est la construction de l'espace européen de la recherche et attractivité. C'est dans cette composante que se situe MRECI, aussi bien tremplin ERC et les appels internationaux comme les ERANET. Donc, dans la composante 4, on a impact économique de la recherche et compétitivité. Donc, MRECI s'adresse à qui? À qui s'adresse cet appel? En fait, cet appel s'adresse aux chercheurs qui s'engagent à déposer un projet collaboratif européen ou international en tant que coordinateur. Ça, c'est important. En tant que coordinateur appartenant à un organisme de recherche et de diffusion de connaissances publiques ou privées en France, issus de tous les champs disciplinaires et de toutes les disciplines en fait, de recherche. Juste une petite précision, c'est que les organismes, enfin les structures privées peuvent participer, mais pas en tant que coordinatrice. Elles peuvent participer en tant que membre en fait, du consortium et pas en tant que coordinatrice. En ce qui concerne l'éligibilité, donc pour que le projet, la proposition de projet
à l'appel à l'instrument MRC soit éligible. Donc la proposition doit identifier l'appel H2020 ou Horizon Europe ou le programme international ciblé et doit en fait être complète et conforme au format spécifié. On a un format sur le site de soumission. Elle prévoit en fait un seul bénéficiaire de l'aide, donc la coordinatrice ou le coordinateur du programme. Donc, parmi les appels H2020 visés, éligibles par pilier européen, j'essaie de le mettre par pilier. Donc, il y a pilier excellence scientifique, vous avez les actions Marie Curie, les technologies, le futur émergent, faites, les infrastructures de recherche. Donc, dans le pilier primauté industrielle, on a les TIC, les technologies en fait très génériques, l'espace, et ensuite on a les défis sociétaux. Donc, tous les défis sociétaux, santé, bien-être, sécurité, etc., jusqu'aux sociétés surhumaines. Ensuite, on a également des projets, des appels non éligibles. C'est notamment les Marie Curie en fait individuels, et puis tout ce qui est projets internationaux, genre Interreg, LR, etc. Donc vous voyez bien ce qui était indiqué sur le diapo. Donc, pour ce qui est, là, en fait, je pense qu'il doit être, pour ce qui est des caractéristiques, je pense qu'il y a une inversion de diapo là. Donc, le montant maximal de l'aide est de 30 kg pour une durée maximale de 24 mois. Donc, les coûts admissibles pour ce programme sont limités au seul suivant. Donc, il y a la prestation de services extérieurs, limitée à 10 000 euros, et puis il y a des frais généraux. Donc, dans les frais généraux, il y a des frais non forfaitisés, tels que les frais de mission, les déplacements de personnel, les frais de réception et d'organisation de séminaires, etc. Et puis, il y a les frais d'environnement. Donc, un seul organisme pilote le montage du réseau, donc un seul bénéficiaire de l'aide ANR, officiellement. Et ensuite, on a deux versements, deux étapes de versement. L'ANR met d'abord à disposition, verse une première tranche de 80% dès la notification de la convention, et ensuite 20% au solde. Et pour que les dépenses puissent être éligibles à l'aide ANR, il faut qu'elles aient eu lieu dans le cadre du projet et pendant la durée d'admissibilité des coûts. Il faut que les dépenses soient tracées comptablement en cas d'audit. Donc, il y a la date de début d'admissibilité des coûts. C'est la date en fait définie dans les conditions particulières. Donc, en général, c'est la date à laquelle les résultats ont été publiés sur les sites de l'ANR, ou en général, c'est la date à laquelle en fait la liste de publication a été signée par le PDG. Donc ensuite, il y a la date de fin d'admissibilité des coûts. C'est la date en fait correspondant à la date de fin du projet scientifique. Donc là aussi, juste un petit détail, c'est qu'on prend en compte, quand je me suis renseigné auprès du service financier, ils prennent en compte en fait la date de service fait et non la date de la facturation. Donc en termes de livrables, on a un rapport de soumission H2020 ou international ou hors Europe, quand il viendra. Et pour le versement en fait, du solde, c'est-à-dire les 20% restants, ben, on demande en fait un relevé de justificatif de dépenses à la fin du projet, un rapport scientifique final, et l'ANR procède en fait au versement solde une fois l'ensemble de ces livrables reçus et validés par les services. En ce qui concerne les étapes, l'évaluation, dans le cas par exemple, de l'édition 2020, l'ouverture a eu lieu le 20 décembre 2019. Donc la clôture de la deuxième vague, parce qu'il y a eu une première vague dont la clôture a eu lieu le 20 février. Donc là, nous sommes en fait en pleine deuxième vague. Je tenais en fait à signaler que expressement pour permettre aux potentiels candidats au Green Deal de pouvoir préparer leur dossier, nous venons en fait de repousser d'une semaine la deadline de la seconde vague. Donc elle n'est plus le 9, c'est maintenant le 16 juillet. Donc ça vous permettra de gagner une semaine supplémentaire pour l'élaboration de votre dossier.
Donc, le 16, clôture de la seconde vague. Donc, suivra ensuite le bureau exécutif. Et après, interviendra, après avoir reçu les avis d'experts extérieurs, le comité d'évaluation en septembre. Donc, précisément le 17 septembre 2020, il y aura réunion de comité, s'en suivra en fait la décision de financement et la phase de contractualisation et de financement. Donc, ça sera fait dans la foulée très rapidement pour vous permettre d'être dans les clous. Les critères toujours d'éligibilité et d'évaluation. Donc, pour les critères d'évaluation, on prend en compte la pertinence et l'originalité du sujet et son adéquation avec le code européen visé. Là, ce serait H2020 ou bien le projet programme européen plutôt international visé. La qualité et la crédibilité du réseau envisagé. La qualification du coordinateur scientifique. La qualité du montage. L'impact global en fait, de la proposition. Et l'examen en fait, ensuite des propositions des rapporteurs scientifiques extérieurs à l'ANR et les points contacts nationaux. Donc, une fois que les avis des experts extérieurs reçus, ces avis sont synthétisés par les rapporteurs extérieurs à l'ANR, qui sont des scientifiques, et des points contacts nationaux lors d'une réunion d'évaluation. Donc, pour vous donner un peu juste quelques données, ce qui concerne l'édition 2020, la première vague, nous avons reçu 27 projets éligibles, donc 5 dans le champ disciplinaire biologie santé, donc, et 7 en ERB. ERB, c'est écosystème, ressources biologiques et ressources biologiques. 9 en SHS, et les sciences humaines et sociales. 4 dans le domaine en fait, des SPICE, c'est les sciences physiques, ingénierie, chimie et énergie, et 2 en numérique et mathématiques, soit NUMA. Donc, pour la vague 1, donc 12 projets ont été financés sur les 27, soit 44% de taux de sélection. Donc, il y a 3 projets qui sont actuellement en liste complémentaire qui devaient être financés. Mais là, on attend encore des arbitrages de la direction. Dans l'ensemble, quand on voit l'évolution du programme MRECI, notamment depuis 2015, on a des taux de succès qui sont au-dessus de 40%. Donc on a même culminé à 51% en 2017. Donc les taux sont, je dirais, très bons comparé à ce qui est en général pratiqué dans d'autres appels à projets de l'ANR. Donc, nous avons à ce jour, quand on prend les éditions 2015 à 2019, puis évaluer près de 979 et financer 267, soit un taux moyen de succès de 46%. Voilà. Donc, je voulais en fait juste vous partager un peu ces quelques données. Donc, je voudrais donner la main à Luciano pour essayer de compléter un peu ce que j'ai dit, en donnant en fait plus un éclairage du côté scientifique, sur le point de vue scientifique. Donc, Luciano, c'est à toi. Alors, en premier, je voudrais remercier tous les participants à ce webinaire. On se rend compte, comme aussi Mme Bouquet a dit, qu'on a organisé cet webinaire un peu dans la foulée, dans les dernières semaines. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Mme Bouquet, Mme Marco, parce qu'en fait, c'est eux les promoteurs de cette initiative pour porter à connaissance d'un plus grand public possible l'action MRSI, de façon que le plus grand nombre d'investigateurs puissent postuler et éventuellement trouver des financements très conséquents au niveau européen. Voilà, donc moi je suis Luciano Pirol et comme a dit Célestin, j'agis en qualité de référent extérieur du programme MRSI. Donc je ne suis pas personnel ANR, je suis personnel, je suis extérieur
et autant qu'extérieur, on participe dans les processus d'évaluation. Je vais répéter certaines données qui ont été données par Célestin, mais je veux les présenter un peu, si vous voulez, dans la perspective de quelqu'un qui agit de façon indépendante pour garantir le bon déroulement de l'évaluation scientifique au niveau du MRSI. Donc, si je peux avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, elle est claire pour toute l'audience à ce moment-là, et que le MRSI, c'est le montage des réseaux scientifiques européens et internationaux. On pense principalement à tout ce que c'est fonds européens, mais bien sûr aussi des autres schémas de recherche et de funding international peuvent être considérés et peuvent être éligibles pour un financement MRSI qui est donné bien sûr par l'Agence nationale de la recherche. Dans les processus d'évaluation, à la fois scientifique, il y a aussi une composante très importante des points de contact nationaux, qui c'est des opérateurs qui ont des liens très étroits avec à la fois les ministères et la Commission européenne, et donc il peut aider les chercheurs à porter leur projet à l'Europe. Parce que porter un projet à l'Europe, ce n'est pas simplement un problème strictement scientifique, mais il faut être entouré de participants qui sont capables de donner des informations pertinentes de comment on gère de la meilleure façon un projet au niveau européen. Il y a toute une série de règles à respecter, et si vous voulez aussi une certaine façon de savoir présenter les données et présenter les idées au niveau européen pour avoir les meilleures possibilités de réussite. Donc, si je peux avoir la prochaine diapositive dans cette journée qui est très chaude pour beaucoup d'entre nous, j'imagine, et donc un peu de réfléchissement. Ça, c'est la position du MRSI à l'intérieur de l'ANR. C'est un tout petit schéma de financement qui donne un peu plus d'1 million d'euros par an, quand même peut-être vers les 2 millions par an, distribués dans les plusieurs projets qui sont financés finalement. Et si je peux avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît, on voit qu'à niveau à la fois de l'ANR, mais davantage à niveau européen, qu'est-ce qui est donné par l'ANR à travers le dispositif MRSI, c'est juste la pointe de l'iceberg, c'est juste une petite contribution, mais que nous, dans notre travail de sélection, et si vous voulez aussi d'aide au montage des projets, on espère qu'ils puissent aider les applicants qui sont sélectionnés à obtenir la grande partie du financement disponible au niveau européen, qu'il s'agit finalement de tout le reste de l'iceberg, et c'est une quantité de ressources certainement considérable. Et si je peux venir à la prochaine diapositive, voilà. On a ici un schéma de qu'est-ce que c'est l'investissement de l'Union européenne dans la recherche scientifique. Donc, le schéma là nous montre à partir de 1984 avec les différents dispositifs qui se sont enchaînés après les autres pendant les années. Et si on se concentre dans les dernières 2 lignes, on a le programme Horizon 2020 qui a roulé entre 2014 et 2020. Donc, cette année, c'est la dernière année où il y a encore des appels H2020 ouverts. On en a déjà sélectionné un certain nombre dans la première vague MRSI 2020, et dans cette deuxième vague qui va arriver, on aura peut-être encore des appels Horizon 2020, les derniers à qui sera possible de faire des applications. Par contre, avec 2021, et peut-être avec des petits retards qui sont dus certainement à toute cette situation Covid-19 dont on n'est pas tout à fait encore terminé. On a Horizon Europe qui était finalement approuvé
ça fait à peu près un an, de façon officielle, et qui ajoute davantage de financements par rapport à 20 ans pour arriver à des chiffres qui peuvent être évalués autour de 100 milliards d'euros sur les septennats du programme Horizon Europe. Donc, c'est central, c'est très important pour le groupe de recherche français qui s'engage le plus possible à la recherche de ces financements qui nous permettront de continuer qu'est-ce que c'est notre travail, tout en sachant que c'est juste de ces derniers jours que Ursula von Leyen, on l'a vu dans les news, elle plaide pour davantage de financements encore sur la recherche européenne. Probablement les scientifiques et la population générale, il a pris conscience avec tout ce qui s'est passé avec Covid-19 qu'il y a une grande importance dans la recherche, à la fois fondamentale, à la fois appliquée pour essayer de prévenir ou résoudre les gros problèmes qui affectent la population européenne et plus en général la population mondiale, je voudrais dire. Alors, si je peux passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici les 5 principales areas pour les années à venir dans le contexte d'Horizon Europe, qui c'est des problématiques que toute la population vit tous les jours. Voilà. L'adaptation au changement climatique, que va impliquer aussi dans des changements dans la société, voitures électriques, différentes façons de chauffer les appartements, différentes façons de procéder avec les processus productifs. Deuxième area qui concerne les cancers, je le vois plutôt en général comme une area sur la santé. Moi, de façon professionnelle, je pense plutôt aux problèmes cardiovasculaires, aux problèmes du diabète. Mais vous verrez aussi dans les autres missions aériennes, on va d'une certaine façon rentrer aussi dans des problématiques qui ont des liaisons avec la santé. Par exemple, si on prend la 5e, la santé du sol et de la nourriture, c'est connecté de façon simple et indirecte à ce que c'est la santé de la population. Les 2 missions restantes, toujours une façon d'imaginer notre société et notre ville future de façon qui seront beaucoup moins polluantes. Et finalement, tout ça est lié à la problématique générale de l'eau, qui c'est certainement la ressource la plus importante qu'on a. Et sur ces areas principales, dans les 7 ans à venir, il y aura des centaines d'appels d'offres sur lesquels les chercheurs pourront intervenir. Si je peux avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît. On revient à notre programme MRSI, qui on essaie de faire en sorte qu'il soit un programme presque continu. Voilà. Certaines années, on est arrivé à accommoder 3 appels, 3 vagues dans l'année. Des autres années, on est arrivé à accommoder 2 vagues. Et si vous considérez le temps nécessaire entre la réception, la deadline, la réception des soumissions, leur traitement, leur évaluation et les passages aux instances administratives pour la validation et les funding, vous voyez que 3 calls par an, c'est presque ce qu'on peut considérer un programme continu. Bien sûr, cette année, on a un programme continu Covid-19 qui s'est véritablement continu de façon presque linéaire, mais c'est presque ingérable au niveau MRSI. En tout cas, du côté des évaluations, on essaie, si vous voulez, d'une certaine façon, d'aller le plus vite possible aussi dû au fait que les appels européens, ils ont eux-mêmes des deadlines qui doivent être respectés, et donc c'est intéressant que les chercheurs puissent avoir leur financement dans les temps utiles pour ensuite appliquer à l'Europe. Si je peux voir la prochaine diapo, s'il vous plaît. La prochaine, next slide, please. La prochaine diapo. Voilà. Pour revenir à ce qu'a dit Célestin, on a déjà fait une première vague cette année. On avait à peu près une trentaine de publications. On les a évaluées au début avril avec mi-mai comme horizon officiel sur le site ANR des projets qui ont été acceptés.
Et comme vous voyez, on travaille toujours sur une base de taux de succès qui excède les 40%, ce qui est un très bon résultat au niveau ANR, mais dans ce temps-là, au niveau général, avoir des schémas de financement qui marchent sur un funding rate de 40%, c'est un très bon résultat. Et si on peut venir à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà. On a une funding rate de plus de 40%. On remarque que les applications sont de plus en plus vraiment de très bon niveau, sont vraiment des applications très réfléchies par rapport à ce que c'est l'importance d'aller vers l'Europe avec des consortiums bien déterminés. Et dans cette partie-là, je pense que les PCN jouent un rôle très important. Souvent, les PCN interagissent à l'avance avec les applicantes, donc les applicantes sont vraiment bienvenus de les contacter parce que eux aussi sont là pour aider dans le montage du projet, au-delà d'être là pour l'évaluation des projets une fois qu'ils ont été soumis. Voilà. Dans le passé, il y avait une convention bilatérale pour le financement MRSI, ce qui prenait un peu de temps. Et depuis cette année, l'ANR a décidé que le financement va être fait de façon unilatérale. Donc, il y aura simplement une décision ANR qui va renverser le financement directement à votre tutelle, INSERM, CNRS ou autre, selon votre appartenance, université. Donc, on espère avec cette étape d'améliorer encore ce que c'est la vitesse des décisions et des financements pour le programme MRSI. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, on passe à la deuxième vague. Je peux avoir remarqué que la bouquet, il vous a présenté la prochaine deadline, la prochaine date limite au 9 juillet. Mais en fait, je pense bien que la prochaine deadline était changée au 16 juillet. Et cette décalage d'une semaine, ça fait, si vous voulez, un peu partie aussi des discussions et de la préparation de cette webinaire. On a dit le webinaire le 26 avec une deadline au 9 juillet, c'est un peu court. Donc ça, dans tous les potential applicants qu'il y a dans l'audience aujourd'hui, pourra permettre, nous espérons, d'arriver à la fin de votre écriture de projet et d'être capable de faire votre déposition du projet MRSI pour les derniers calls Horizon 2020 et de façon plus importante pour les premiers calls Horizon Europe qui vont arriver. Si je peux avoir la prochaine, s'il vous plaît. Voilà, donc juste quelques mots pour vous informer de comment l'évaluation est faite. Donc, juste 1, 2, 3 jours après la deadline, on essaie de nous rencontrer, et les bureaux exécutifs, donc moi-même, M. Bertrand Fillon, qui agit aussi en tant que référent extérieur, et tous les responsables ANR des centres départements thématiques. Donc là, on a l'acronyme qui vont passer dans la prochaine slide, mais qui ont été aussi déjà présentés par Célestin. Donc, nous, on assigne chaque projet à un de ces 5 départements thématiques de l'ANR. Souvent, et de plus en plus souvent, quand la recherche devient de plus en plus connectée et multidisciplinaire, certains projets sont assignés même à 2 des différents départements thématiques. Ensuite, c'est les composants du bureau exécutif, M. Célestin et les autres collègues pour les autres départements, qui vont inviter des référés extérieurs pour une évaluation scientifique du projet. Donc, il y aura au moins un référé extérieur. Il passe souvent qu'il y a même 2 et rarement 3 référés extérieurs pour chaque projet. Et aussi, le projet il est reviewé par une National Contact Point, de façon qu'on a une évaluation à la fois
strictement scientifiques et à la fois des faisabilités et des pertinences par rapport à l'appel. Ce qui est des informations qui sont beaucoup mieux gérées par les points de contact nationaux. Cette procédure, on essaie vraiment de la faire dans les temps les plus courts possibles. Et donc, normalement, dans les 2 mois, on arrive à se réunir en comité d'évaluation avec tous ces reviewers extérieurs. Après avoir reçu toute cette revue extérieure, on fait un comité d'évaluation dans lequel chaque projet il est présenté par un rapporteur qui est indépendant du référent extérieur et par les points de contact nationaux qui participent à la réunion du comité d'évaluation. Ces jours-là, les membres ANR participent aussi, mais plutôt en qualité d'observateurs. C'est vraiment les PCN et les rapporteurs qui contribuent à donner une évaluation de chaque projet. Donc, on peut dire que bien que l'ANR soit la foundation qui donne l'argent, l'évaluation scientifique est extérieure à l'agence. Si on peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, donc juste pour revenir, ERB, c'est l'Environment Ecosystem Biological Resources, SPICE, c'est la physique, la chimie, on a les sciences humaines et sociales, santé, biology, and numeric mathematics. Et vous voyez, souvent, on peut avoir des projets qui chevauchent entre 2, même 3 de ces areas principales. Et si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Voilà, juste pour terminer, je voudrais remercier Célestin en primis, que c'est le coordinateur du programme. Donc, c'est lui vraiment qui gère la grande partie du travail. Le professeur Bertrand Fillon, qui, comme moi, il est le référent extérieur du programme. Thierry Merval, le directeur de l'ANR, et Yves, le directeur de l'éducation scientifique. Les deux, ils soutiennent très fort cette petite programme NRC. Vous voyez, les gros programmes, ils arrivent à prendre 600 000 euros dans l'appel générique. Là, c'est des financements plus petits, plus ciblés, mais qui vraiment, on espère, vont aider les applicants ensuite à décrocher des gros financements au niveau européen ou au niveau international. Je voudrais aussi remercier tous les autres membres des comités exécutifs qui n'ont pas participé aujourd'hui à cette réunion et tous les National Contact Points qui sont vraiment très impliqués dans les évaluations NRSI. Finalement, je vois qu'on a 144 participants à ce moment, donc je veux vous remercier tous pour participer à cette séminaire de façon New Technologies et aussi tous les personnels techniques et administratifs de l'ANR qui prend les relais une fois que nous on a terminé nos évaluations scientifiques pour arriver au but du financement. Je vous remercie. Voilà, je pense, voilà, je souhaite à tout le monde une exploration à l'international très oui, honorable, très successful, et je voudrais ouvrir la partie des questions. Super, merci beaucoup. Je m'excuse pour les couacs et pour la mauvaise qualité. Non, mais pas de soucis. Moi, j'essaie de lister peut-être les questions qui étaient dans le chat. J'en ai peut-être raté quelques-unes, mais pour faciliter et peut-être rendre un peu plus rapide cette session de questions-réponses, il y a une toute première question qui est du fait que la qualité du son n'était pas au rendez-vous. Est-ce qu'il sera possible de rendre disponibles les présentations aux participants ? Oui, j'ai relevé la question, effectivement. Oui, tout à fait. Oui, absolument. On va diffuser le PowerPoint. Et puis peut-être, du coup, une question, je pense qui gagnerait à être précisée, c'est exactement quels sont les critères d'éligibilité pour participer au dispositif MRSEI. Peut-être Célestin, vous pouvez préciser ce point-là. Oui, en fait, parmi... vous m'entendez bien ou ça grésille? Est-ce que vous m'entendez? Ça grésille, je me permets de parler chez M. Amedali. Ça grésille, en plus, c'est ma question. Donc voilà, merci Madame Bouquet. Oui, attendez.
Là, vous m'entendez bien ou pas? Là, vous m'entendez bien? Ça va. Bon. Oui. Bon. Je disais, la question, quels sont en fait les critères d'éligibilité? Donc, il faudrait que, si on revient en fait au diapo que j'ai présenté, il faut que le projet soit collaboratif. En fait, donc le programme qu'on vise, d'avoir collaboratif. J'ai un retour. Excusez-moi, Luciano, je pourrais peut-être couper le micro, s'il te plaît, éventuellement. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Donc, je disais qu'il faudrait que le programme soit collaboratif et qu'il y ait un appel identifié. Identifié. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un certain nombre de programmes qui sont exclus, mais qui sont listés en fait dans la présentation. Et notamment les Belmont Forum, les Marie Curie individuels qui ne sont pas en fait collaboratifs sont exclus. Donc pour être éligible, il faudrait que ce soit un projet collaboratif et ensuite qu'on ait visé un programme, un appel précis. Après, effectivement, il y a une difficulté. Comme on est en fait dans une période transitoire vers Horizon Europe, on comprend bien, on a cette question qui revient en disant qu'on n'est pas encore au fait des appels qui sont ouverts ou les drafts ne sont pas encore disponibles. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on ait au moins une trace, c'est-à-dire pour vérifier, parce que ça fait partie des... Ah oui, bon, voilà, là j'ai le diapo entre les yeux. Voilà, effectivement. Donc, je relis en fait ce que j'avais écrit, c'est-à-dire en fait, c'est identifier en fait l'appel visé, et ensuite, bon, ben, respecter le format qui est sur Liner, sur le site de Liner, et puis que l'appel fasse partie des appels H2020, voilà, qui sont présentés par pilier. Donc pour résumer, en fait, il faut être une structure publique, hein, c'est bien la structure qui candidate et non l'individu. Ça, c'était une autre question qui apparaissait dans le chat. Tout à fait. Les pilotes peuvent participer, mais pas en tant que coordinatrice. Voilà. Donc, vu que c'est le coordinateur qui soumet le dossier à MRSEI, c'est bien l'entité une entité publique qui peut soumettre ce dossier-là. Donc c'est bien l'entité, c'est pas l'individu. Donc je pense que ça répond à la question de l'éligibilité d'un ingénieur de recherche. En fait, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de critères d'éligibilité sur la personne au sein de l'institution qui dépose le dossier. Donc ça peut être aussi bien une structure, un département des relations internationales, par exemple, de la structure un individu. De toute façon, c'est l'entité qui candidate. C'est l'entité qui candidate et que le profil, j'ai relevé effectivement la question, je l'ai noté en fait la deuxième, effectivement qu'un ingénieur de recherche est éligible comme un chargé de recherche, comme un directeur. Ce que je voulais juste en fait préciser, c'est que dans la pratique, il y a un coordinateur ou une coordinatrice qui prend en main le dossier, qui monte le dossier, mais la contractualisation entre l'ANR, avec l'ANR se fait en fait avec l'établissement, pas avec l'individu. Je pense qu'il y avait également une question en lien avec la durée d'éligibilité des dépenses éligibles au titre de l'action. Pour être précis, la question c'était jusqu'à quand peut-on utiliser le budget MRSEI? Est-ce que c'est jusqu'à la date limite de soumission de l'appel, par exemple Horizon 2020 qu'on vise, ou est-ce que ça peut aller au-delà? Ça peut aller au-delà. Pour être précis, c'est que les dépenses sont éligibles pendant la durée du projet. Donc, du projet MRSEI. Du projet MRSEI. Et la durée maximale est de 24 mois. Et entre-temps, quand on aura déposé, par exemple, à l'Europe, et tant qu'on n'a pas le résultat, on n'a pas encore le résultat, on n'a pas encore le financement, ben, on peut continuer à utiliser les fonds MRSEI. Et même quand on a le résultat, si le résultat est positif, mais ce n'est pas aussitôt qu'on a les fonds. Donc, si on est encore dans les 24 mois, on peut les utiliser tout le temps. Faut-il encore que les dépenses soient justifiées. Mais on peut les utiliser. Mais on arrête les dépenses dès lors que on aura reçu des fonds européens. On ne peut pas cumuler les deux. Et puis, si on est au-delà,
on peut pas aller au-delà de 24 mois. Voilà, il y a deux. Et il y a un autre cas, c'est quand le résultat est négatif à l'appel européen, à la candidature européenne, ben là, normalement, il faut arrêter le projet. Mais en général, on demande en fait aux porteurs de revenir vers l'ANR et puis on regarde, parce qu'il y a d'autres qui soumettent à d'autres appels. On peut voir si c'est possible, s'ils projettent en fait de soumettre sur un autre appel, on leur laisse la possibilité de tenter d'avoir une seconde chance. Ok. On va avancer sur les autres questions. Donc, il y avait également une question concernant l'éligibilité pour un Fast Track to Innovation. Là, je pense que du coup, on a répondu, hein, c'est-à-dire que Fast Track to Innovation, c'est quand même principalement ce qu'on appelle Industry Driven. Donc, il y a, disons, plus de chances pour que le projet soit porté par une entité privée. Oui, et donc, de fait, ça le rend pas éligible au dispositif MRSEI si c'est le cas. Après, Fast Track to Innovation en soi n'est pas écarté de l'aide MRSEI. Sur la question Horizon Europe, comment on fait? On n'a pas les programmes de travail. C'est une bonne question. En fait, je distinguerai deux situations sous le contrôle de Célestin. En fait, il y a un certain nombre d'appels qui sont des appels récurrents. Je pense notamment aux appels de réseaux de formation doctorale, les ITN, par exemple. Les ITN aujourd'hui dans Horizon 2020, où on sait que cet instrument est pérennisé et donc on sait qu'il y aura un appel dans le cadre d'Horizon Europe. Ensuite, moi, je ne sais pas comment on décide de se lancer dans une coordination lorsqu'on n'a pas de texte d'appel à proposition. Donc, pour le moment, ça me paraît prématuré. Comment peut-on se positionner sur coordonner un projet en réponse à un appel dont on ne connaît pas la teneur? Donc voilà, je pense qu'effectivement, il faudra qu'on ait plus de visibilité là-dessus. À ce stade, il nous apparaît que les publications des premiers programmes de travail Horizon Europe interviendront en mars 2021. Voilà. Le calendrier dans lequel on se place aujourd'hui. Évidemment, on aura progressivement de plus en plus d'informations à mesure que les programmes de travail se discutent. Sur la question très spécifique du montage de partenariats sur la base d'un concept paper, aujourd'hui, les partenariats, il y a une liste de partenariats possibles. Une liste de partenariats possibles. Rien ne garantit que effectivement tous se traduisent dans des partenariats. Donc ça remplit pas tout à fait le concept paper existe. Ça veut pas pour autant dire qu'il y a une garantie de création du partenariat derrière. D'accord. Pour peut-être vous pouvez répondre sur comment postuler pour être expert évaluateur à l'ANR. Généralement, c'est l'ANR en fait qui identifie. On a des bases de données qu'on consulte en fait dans tous les laboratoires en fonction des expertises dont on a besoin et des dossiers dont on dispose. Hein. Non, mais enfin, il n'y a pas de procédure en fait en tant que telle, mais on balaye en fait tous les laboratoires. Au niveau de l'ANR, on a une grosse base de données dans les universités, l'INSERM, CNRS, etc. Qu'on contacte, en fait, qu'on contacte en fonction des besoins qu'on a. Après, s'il y a quelqu'un qui peut s'auto-désigner en disant si jamais moi je suis expert, je suis dans tel laboratoire, dans tel effectivement, on est preneur. En fait, on peut l'enregistrer sur notre base de données, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, il y avait une question sur l'éligibilité d'un établissement d'enseignement supérieur privé au dispositif. Ça, là aussi, en fait, ça rejoint à peu près en fait, le cas en fait, des privés. C'est-à-dire que ils sont éligibles, mais pas en tant que coordinateur. Ils doivent en fait, être dans un consortium. Dans un consortium, mais pas... Sur la question, y a-t-il un minimum de partenaires à avoir? Je comprends qu'au moment du dépôt du dossier MRSEI, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de minimum, puisque c'est l'objectif même en fait du programme, c'est vous aider à monter votre réseau. Donc non, il n'y a pas de minimum. Voilà. Ce qu'on demande, c'est juste que l'on essaie en fait de démontrer ce qu'on aimerait monter. Voilà.
Sur la question, juste le minimum de partenaires, en revanche, il y en Non. a un au niveau des appels collaboratifs H2020 ou prochainement Horizon Europe. Sur la question, le Green Deal est-il un appel précis? En fait, le Green Deal, c'est beaucoup de choses, mais c'est en particulier un appel sur la fin du programme Horizon 2020, certes, qui n'est pas publié actuellement, qui sera publié le 18 septembre, mais pour lequel il y a déjà des documents de travail qui ont été publiés par la Commission européenne, qui sont accessibles. Donc, on estime que oui, c'est un appel qu'on peut cibler car on a déjà beaucoup d'informations et le niveau d'avancement de l'élaboration des appels est suffisant. Donc je regarde les autres questions. Oui. Il y a une question sur la langue du dépôt de dossier, Célestin. Ben, en fait, il n'y a pas. Bon, en fait, il n'y a pas de langue imposée. Mais bon, on est en France, on a une langue, c'est le français. Sachant également, mais au niveau scientifique, on utilise également dans plusieurs domaines l'anglais. Donc on reçoit en fait aussi bien en anglais qu'en français. La langue n'est pas rédhibitoire. En fait. Vous permettez une intervention? Oui, Luciano. Donc, bien sûr, le français est aussi admis, mais c'est pas mon opinion personnelle, c'était un cas d'un projet que j'ai vu passer, qui était écrit en français, et une des remarques des reviewers, c'était la suivante. Cet applicant, il veut partir pour monter un projet européen et nous présente un projet initial de construction des réseaux européens en français. Et donc, cet reviewer, il s'interrogeait sur la dynamique d'interaction avec les partenaires déjà ciblés. Donc, c'est un point de vue personnel, c'est un point de vue personnel du reviewer que j'ai fait un peu le mien. C'est pas un point de vue qui pénalise complètement, mais mon opinion personnelle, c'est que le projet en anglais, de façon générale, il devrait avoir un peu plus de possibilités de passer. Et en deuxième, parfois, il y a des reviewers qui sont cherchés à l'étranger. Et donc, si les projets sont en français, ça rend un peu plus difficile le travail du membre du comité d'évaluation parce qu'à ce moment-là, on est obligé de chercher des experts qui peuvent évaluer un projet en français. Et juste un point. Je suis en fait un peu, enfin, partiellement d'accord avec Luciano en disant que non, mais la langue n'est pas un critère d'éligibilité ni un critère d'évaluation. Et on ne peut pas, en fait, on ne pénalise pas ceux qui déposent en français. Si le dossier est en français et que l'expert est anglophone, ben on demande aux déposants de nous produire éventuellement qu'on appelle un draft en, fait, en anglais, ce qu'on fait en fait à l'ANR, ou bien on recherche en fait un expert qui parle bien français. Mais on ne peut pas pénaliser des collègues en fait qui déposent en français. Oui, non, c'est l'extrait, je veux dire. Nous, au niveau comité d'évaluation, on ne pénalise pas, mais c'est juste la petite nuance qui peut être l'expert extérieur lui-même qui se pose des questions. Comme j'ai vu, c'était le cas quelquefois. Et donc, comme nous, d'une certaine façon, au moment de l'évaluation, on est obligé de prendre en compte les opinions des reviewers extérieurs qui ont donné leur temps et leur expertise sur ça. Voilà. C'est un peu une position, une vue un peu personnelle, si vous voulez. Il y avait une question sur l'éligibilité des 10 000 euros en prestations. Bon, une interrogation sur pourquoi c'était pourquoi 10 000, pourquoi pas 12 500 comme à la BPI, voilà. Et aussi la question de savoir si on fait appel à un prestataire et qu'on est facturé au-delà des 10 000 euros, est-ce que du coup c'est encore éligible ou c'est simplement éligible à hauteur de 10 000 euros, peu importe le montant, enfin comment ça s'est pris en compte ça? Ben, c'est seulement éligible jusqu'à 10 000 euros. Donc si on a par exemple une prestation à 15 000 euros, on peut la justifier, on reçoit un remboursement plafonné à 10 000 euros, c'est bien ça?
Oui, oui, tout à fait, à 10 000 euros. C'était en fait pour éviter des effets d'aubaine. En fait. On disait. Voilà pourquoi on a essayé de cadrer 10 000 euros sur les 30 000. C'est le un tiers en fait, un tiers de la dotation. Bien. Voilà, je vois qu'il y a encore un certain nombre de questions. Euh, Est-ce que nous anticipons une baisse significative des demandes cette année? Euh, Euh, Excusez-moi. Bon, ben, on navigue un peu à vue, hein, vous le savez. Euh, on est sur une année transitoire et puis on est dans une situation exceptionnelle. Donc les réactions, enfin, il est très difficile de prédire ce qui va se passer. Bon, comme on n'a pas de don divinatoire hein, là-dessus. Hein. Donc, mais ce qu'on note simplement, effectivement, que comme Horizon Europe n'est pas encore officiellement, les drafts ne sont pas encore publiés, on pense qu'effectivement, peut-être, mais on ne sait pas. On aurait peut-être une candidature, on ne sait pas. On ne sait pas. ok, alors peut-être à la remarque sur le calage des calendriers. Euh, Moi, je comprends que ça laisse assez peu de temps et je remercie l'ANR d'avoir pris en compte cette réalité pour repousser la date limite de soumission. Mais en fait, il y a un processus d'évaluation pour l'ANR MRSEI qui prend quelques mois. Et donc, je pense que finalement, le timing est assez bon. Pourquoi? Parce qu'à la fois, on a des éléments relativement précis sur le contenu des appels et on peut imaginer bénéficier de la subvention dans une période de plusieurs mois précédant le dépôt de l'appel. Donc, il me semble que, en effet, le 16 juillet, ça répond plutôt bien à nos contraintes de calendrier sur l'appel Green Deal. La question sur est-ce qu'on peut être éligible en tant que coordinateur d'un jeune chercheur, jeune chercheuse 2020? Ça, je ne sais pas quelle serait l'incompatibilité potentielle, je l'ignore. Si je peux me permettre, effectivement, donc, euh, le fait de cumuler, enfin, si on est lauréate ou lauréat JCJC, on peut participer à un programme, enfin, MRSI. Après, il faudra démontrer que les deux charges sont compatibles. Mais sinon, il n'y a pas, c'est pas rédhibitoire. C'est pas un critère d'exclusion sur MRC. Mais après, il faudrait convaincre en fait, le comité dans son dossier qu'on peut faire les deux, qu'on peut être en même temps sur un projet JCJC et vouloir monter un réseau européen, sachant que ça, c'est très chronophage, c'est très difficile. Il y a une question sur les taux de succès des projets H2020 qui ont bénéficié de l'aide MRSEI. Oui, bon, là en fait on a fait on a fait une petite synthèse. On est à peu près autour de 15%, 14-15%. Si on prend la période allant de 2015 à 2018, sachant que la majorité des projets MRCI 2019 n'ont pratiquement pas encore postulé. Donc, les données que nous avons, et même les 2018, et les 2018 qui repostulent. Voilà. Donc, on est autour de 15% à peu près. Bien, il y avait donc une question sur l'éligibilité d'un certain nombre de structures, donc laboratoire d'école d'ingénieurs privés, association, EPIC. Oui, les EPIC, les EPIC, en fait, le statut EPIC en fait, leur permet, en fait, c'est public, en fait, c'est établissement public, les EPIC. Donc En fait, CEA, oui, Ifremer, oui, ça. tout à fait, ils sont éligibles. CEA, l'IFP, Français de pétrole, ainsi de suite, ils sont éligibles. D'accord. Et les associations, du coup? Mais les associations, elles sont considérées comme privées, peuvent participer, mais elles ne sont pas lead. Donc ils peuvent pas candidater en tant qu'association au dispositif MRSEI. Oui, mais ils peuvent en fait être membres du consortium. C'est Mais ils bien peuvent pas. compris. Ok. Et il en est de même du coup pour les écoles privées, les écoles Oui, d'enseignement supérieur privées. oui, des privés, tout à fait. D'accord.
Voilà, je pense qu'on malheureusement on arrive au bout de la durée qu'on s'était fixée pour ce webinaire. Je sais pas, peut-être Célestin, vous voulez faire une petite conclusion, Luciano? Oui, Oui. je vais juste dire un petit mot avant de passer à Luciano, que bon, ben, on aimerait effectivement voir plus de candidatures en fait à MRCI, pour essayer de pousser les chercheurs vers l'Europe. Donc, je sais qu'effectivement, le 16 juillet, euh, c'est très juste, mais bon, on espère qu'on aura pas mal de candidats potentiels en fait, au Green Deal, candidats à MRCI. D'ailleurs, on va essayer d'accélérer le processus d'évaluation en septembre, de sorte que les fonds soient mis à disposition très rapidement. Voilà. Luciano? Oui, alors, si vous voulez, effectivement, pour clôturer, en premier, un grand remerciement aux 100 participants toujours présents à cette réunion. Alors, je vais rebondir juste un instant sur la question qui me demandait combien de candidatures nous pouvons attendre pour cette vague du 16 juillet. C'est difficile de prévoir, comme il a dit Célestin, bien sûr, il y a un contexte peut-être compliqué dans la gestion des interactions internationales. Mais d'autre côté, en tant que chercheur, on sait qu'on a un peu perdu notre laboratoire pour des mois et ça nous a permis de finaliser des anciens papiers. On est très sollicité pour reviewer des papiers des collègues. Donc, je n'exclurai pas que dans cette période de clôture, d'une façon peut-être un peu paradoxale, on a aussi le temps d'essayer de construire des nouvelles liaisons avec l'étranger. Et donc, on verra si vers à la deadline du 16 juillet, on aura un certain nombre d'appels. Pour revenir à une information que j'apprends par Madame Bouquet, qu'il y aura des appels présentés de façon officielle pour Horizon Europe en mars 2021, si j'ai bien compris. Voilà. Je voudrais anticiper qu'on est déjà dans des discussions pour essayer de voir si faire une troisième vague en 2020 qui va être à cheval entre fin 2020 avec évaluation tout de suite début 2021. Donc, on ne peut pas tout à fait donner cette information encore de façon officielle. On va suivre un peu les événements et comment se développe l'apparition des appels de façon officielle, ou au moins les informations préalables à l'apparition officielle des appels. Et nous, on va régler notre calendrier MRSI pour une probable troisième vague ou deuxième vague et demie par conséquent. Et pour le reste, je remercie les organisateurs, Célestin, pour avoir répondu à la plupart des questions, et je remercie tout le monde pour votre participation. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup, Merci beaucoup à vous deux et merci aux participants auxquels nous enverrons donc les diapositives comme prévu. Très bien. Okay, merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame Ella, merci Madame Marco. Au revoir Célestin. Et merci beaucoup à tous.